Le couperet, Donald Westlake, chapitre 2. J'ai joué leur jeu pendant 11 mois, ou 16, si vous comptez les 5 derniers mois à l'usine, après que j'ai reçu le papier jaune, mais avant que mon poste ait cessé de progresser, comme il disait. La période des sessions de conseil et aussi la formation à l'écriture de CV et l'examen des options, toute cette mascarade, comme si nous tous, l'entreprise et ses représentants, et les spécialistes et les conseillers, et votre serviteur, comme si nous étions tous attelés à une tâche difficile mais louable, dont le résultat final était censé être ma satisfaction personnelle, mon épanouissement, mon bonheur. Une mascarade, c'est un jeu, une plaisanterie, une farce, dans laquelle on joue un rôle. Votre serviteur renvoie au narrateur, à celui qui raconte l'histoire. Ce qui est louable, c'est ce qui est digne d'être loué, digne d'être honoré ou admiré. Donc vous voyez ici que le narrateur a parfaitement bien compris toutes les subtilités, tous les rouages du monde du travail qu'il observe avec un air désabusé. Ne partez pas fâchés, partez, c'est tout. Avant, pendant 1 ou 2 ans, il y avait eu des rumeurs sur la compression à venir. Une compression, c'est une réduction du personnel, donc qui engendre forcément des licenciements. D'ailleurs, la direction avait fait 2 petites coupes dans le personnel, mais ce n'était que les préliminaires et tout le monde le savait. Aussi, quand le papier jaune m'a été remis avec ma paie d'octobre 1995, je n'ai pas été aussi choquée que j'aurais pu l'être, et je ne me suis même pas sentie si malheureux que ça, au début. Tout paraissait tellement rationnel, bien pensé, professionnel, que ça faisait plutôt l'effet d'être nourri que sevré. Mais c'était un sevrage. Donc ce qui est rationnel, c'est ce qui est logique, conforme au bon sens. Et Dieu sait que je ne manquais pas de compagnie. Les 2100 personnes de l'usine Alkyon Mills de Bélial étaient réduites à 1575, une réduction d'environ 1/4. Ma ligne de produits fut complètement abandonnée. La bonne vieille machine 11 vendue à la ferraille, le travail absorbé par la filiale canadienne de la société. Et le long délai, du moins à ce qu'il semblait alors, de préparation de 5 mois me laissait non seulement beaucoup de temps pour chercher un autre travail, mais signifiait aussi que je serais toujours salariée pendant la période de Noël. Sympa de leur part. L'indemnité de licenciement était certes assez généreuse, j'imagine, au vu de ce qu'on estime généreux et raisonnable en ce moment. Nous autres employés, en fin de parcours, recevions une somme forfaitaire égale à 1 mois de salaire pour 2 ans d'emploi, au salaire de l'époque. En ce qui me concerne, comme j'avais passé 20 ans dans la société, 4 en tant que directeur des ventes et 16 en tant que responsable de produits, j'ai reçu 10 mois de paie, dont 2 à un tarif légèrement inférieur. En plus, l'entreprise offrait de maintenir notre assurance maladie. Nous payions 20% de nos frais médicaux. Mais pas de prime. À raison d'1 an d'assurance pour 5 ans d'emploi, ce qui dans mon cas signifie 4 ans. Couverture entière pour Marjorie et moi, plus 2 ans et demi de couverture pour Billy jusqu'à ses 19 ans. Betsy a déjà 19 ans et elle n'est donc pas assurée, c'est un autre souci. Ensuite, d'ici 5 mois, quand viendra le 19e anniversaire de Billy, lui aussi se retrouvera sans assurance. Mais ce n'est pas tout ce que nous avons reçu quand nous avons été congédiés. Il y a eu également un versement unique pour couvrir les vacances, les congés de maladie et Dieu sait quoi d'autre. Il avait été calculé selon une formule furieusement complexe, qui était, j'en suis sûre, d'une scrupuleuse équité. Et mon chèque s'éleva à
$4 716,22. Pour dire la vérité, si ça avait été 19 cents, je doute que j'eusse vu la différence. Scrupuleuse équité, donc l'équité, c'est ce qui renvoie à l'égalité, à l'idée de justice. Ce qui est scrupuleux, c'est ce qui est très précis, très rigoureux. Je crois que, pour la plupart, quand nous nous faisons virer, nous voyons notre chômage à venir comme de simples vacances imprévues, et nous présumons que nous allons retravailler dans une autre société presque immédiatement. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe maintenant. Les licenciements sont trop importants. Ils touchent absolument tous les secteurs de l'industrie. Et le nombre d'entreprises qui dégraissent est beaucoup plus grand que celui des entreprises qui embauchent. Donc, une entreprise qui dégraisse, c'est une entreprise qui se sépare des employés, qui licencie. Nous sommes de plus en plus nombreux dans l'arène maintenant. Environ 1 millier de plus par jour à courir après des boulots de moins en moins nombreux. Vous réunissez votre CV, votre formation et votre passé professionnel sur une page. Vous achetez des chemises cartonnées et un rouleau de timbres à tarif normal. Vous emportez votre CV au drugstore, qui a une photocopieuse, et vous en tirez 30 exemplaires à 5 cents l'un. Vous commencez à entourer en rouge les offres d'emploi les plus prometteuses du New York Times. Vous vous abonnez aussi de vous-même aux revues spécialisées de votre branche, les magazines auxquels votre employeur vous abonnait avant. Mais les abonnements aux revues ne font pas partie de l'indemnité de licenciement. Pulp et The Paperman, voilà les revues spécialisées de ma branche. Toutes les deux mensuelles, toutes les deux plutôt chères. Lorsqu'elles étaient gratuites, je les lisais rarement, mais maintenant je les étudie de la première page à la dernière. Après tout, je dois me tenir au courant. Je ne peux pas laisser l'industrie du papier évoluer sans moi. Dans ces deux revues, il y a des offres d'emploi et dans les deux, il y a des demandes d'emploi. Dans chacune des deux, il y a plus de demandes que d'offres. Au moins, n'ai-je jamais été assez idiot pour dépenser de l'argent dans une annonce de recherche d'emploi. Au fil de mes années de travail, je suis devenue spécialiste d'un type de papier et d'une méthode de fabrication. C'était un sujet sur lequel je connaissais et connais toujours vraiment tout. Mais au début, il y a 25 ans, lorsque j'ai commencé comme représentant chez Green Valley, avant de passer chez Alkeon, je commercialisais toutes sortes de papiers industriels et je les ai toutes apprises. J'ai appris le papier, le sujet entier, dans sa folle complexité. Je sais que beaucoup de gens trouvent le papier ennuyeux, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais en fait, le papier est loin d'être ennuyeux. La façon dont il est fabriqué, ses milliers d'usages. Nous mangeons même du papier, le saviez-vous ? Il y a un type spécial de carton qui est employé comme agent de texture dans de nombreuses glaces du commerce. Le fait est que je connais vraiment bien le papier et que je pourrais reprendre n'importe quel poste d'encadrement dans l'industrie papetière avec juste un minimum de formation pour une spécialité particulière. Mais nous sommes tellement nombreux dans l'arène que les entreprises n'éprouvent pas le besoin de donner la moindre formation. Elles n'ont pas besoin d'embaucher quelqu'un qui est simplement bon, puis de l'adapter à leurs exigences. Elles n'ont pas besoin d'embaucher quelqu'un qui est simplement bon, puis de l'adapter à leurs exigences. Elles peuvent trouver quelqu'un qui connaît déjà sa fonction spécifique, qui y a été formé par un autre employeur et qui est impatient de venir travailler pour elle, à un salaire inférieur et avec moins d'avantages du moment que c'est un boulot. J'ai étudié les petites annonces, j'ai envoyé mes CV et la plupart du temps, il ne se passait rien du tout. Pas de réponse. Pas de réponse non plus à toutes les questions que vous vous posez naturellement. Mes prétentions de salaire sont-elles trop élevées ? Ai-je mal formulé quelque chose dans mon CV ?
Ai-je omis quelque chose que j'aurais dû mentionner? Voici mon propre CV. J'ai décidé d'opter pour la simplicité, la vérité et la clarté absolue. Pas de tricherie sur mon âge, pas de vantardise inutile sur mes compétences et ma formation, mais j'ai fait figurer mes centres d'intérêt d'étudiants parce que je pense qu'il est bon de suggérer qu'on a une personnalité complète. Je le pense. Qui sait? À l'occasion, ce CV attire une réponse. Et pendant un court instant, j'ai le moral qui remonte. Je reçois une lettre ou un coup de téléphone. En général, un coup de téléphone et un rendez-vous est fixé. Le plus souvent, c'est quelque part dans le nord-est. Mais une fois, c'était dans le Wisconsin et une autre dans le Kentucky. Où que ce soit, vous prenez vous-même en charge vos frais de transport. Vous voulez aller à ce rendez-vous. Vous vous douchez minutieusement, vous vous habillez avec soin, vous essayez de trouver le bon équilibre entre assurance et cordialité naturelle. Le fait d'être cordial correspond à la politesse, la correction, la sympathie. Vous ne voulez pas paraître imbu de vous-même, mais vous ne voulez pas être un flagorneur non plus. La rencontre a lieu et vous bavardez et discutez. Il se peut même que vous visitiez l'usine avec la personne qui vous a fait passer l'entretien, que vous lui montriez comme vous connaissiez bien les machines, la ligne, le travail, puis vous rentrez chez vous et vous n'avez plus jamais aucune nouvelle. De temps à autre, il pouvait y avoir un petit sujet dans Pulp ou The Paperman, quand une papeterie annonçait l'embauche d'un tel pour tel ou tel poste de cadre supérieur, avec l'inhabituelle photo du vénard qui sourit d'un air suffisant. Et je lisais l'article, et je me rendais compte que c'était un poste pour lequel j'avais passé un entretien. Et je ne pouvais pas m'empêcher, il fallait que je scrute, que j'étudie le visage de ce type, ses yeux, son sourire, la cravate qu'il portait. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Alors, être imbu de soi signifie être prétentieux. Donc, vous voyez ici que la compétition féroce qui fait rage dans le milieu du travail attise la jalousie et la haine du narrateur, qui le poussera à passer à l'acte. Soyez attentif au vocabulaire qui est utilisé pour représenter la violence du monde du travail et la compétition qui y fait rage, notamment le terme arène peut interpeller. Parfois, c'était la photo d'une femme ou d'un noir, et j'en concluais que c'était un coup pour les quotas. Ils avaient fait une embauche politique et non commerciale. Et d'une drôle de façon, cela me rassérénait, c'est-à-dire me calmait, m'apaisait. Donc dans les entreprises, il est question de parité et de quotas. C'est encore tout à fait d'actualité, c'est-à-dire que il faut éviter toute discrimination et donc notamment tenter d'embaucher autant de femmes que d'hommes, par exemple. Car alors, ce n'était pas mon échec. Si c'était une femme ou un noir qu'il voulait, et s'il ne faisait que donner le change pour la forme, avec les gens comme moi, je n'y pouvais rien, n'est-ce pas? Donc, pas de culpabilité. Mais d'autres fois, j'éprouvais de la culpabilité. Pourquoi lui? Pourquoi ce type au sourire mou, ce type aux oreilles énormes, ce type à la coupe de cheveux ringarde? Qu'avait-il dit ou fait? Qu'y avait-il dans son CV qui n'était pas dans le mien? Ce fut le déclic pour moi. Ce fut la première question. Qu'ont-ils dans leur CV? Quel atout de plus? C'est ça qui m'a amené à passer ma petite annonce.